L'actualité internationale des 7 derniers jours vue par nos éditorialistes, c'est une semaine dans le monde avec aujourd'hui à mes côtés Vincent Hugeux, bonjour. Journaliste indépendant spécialiste de l'Afrique, auteur de nombreux ouvrages, notamment Reine d'Afrique, chez Perron, encore une biographie de Kadhafi. Merci d'être avec nous Vincent Hugeux. Merci à vous. Avec nous également aujourd'hui Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. En direct de Jérusalem, la correspondante de France 24 sur place, Gwendoline Debono. Bonjour Gwendoline. Et nous serons rejoints dans un instant par Nicolas Vado pour Cartooning for Peace. Cette semaine, la division restauration d'Emirates s'est mise au kasher, des plats compatibles avec la stricte observance du judaïsme. Et oui, c'est la conséquence de ce qui peut sembler anecdotique et pourtant une vraie révolution. Cet accord conclu en début de semaine à Washington sous l'égide de Donald Trump. Bahreïn et les Émirats arabes unis, normalisent leur relation avec Israël. Écoutez. Ceci, c'est la paix au Moyen-Orient sans verser une goutte de sang. Je le dis, depuis des décennies et des décennies, il y a du sang partout sur le sable. C'est tout ce qu'ils font. Ils se battent et ils tuent des gens et personne n'obtient rien. Ceci est une paix solide, une paix vraiment solide. Et les Palestiniens en feront partie. Je ne dis pas cela pour me vanter, je vous dis que les Palestiniens nous rejoindront au bon moment. Gwendoline Debono, côté américain comme israélien, on fait comme si cet accord changeait radicalement la donne. Est-ce vraiment le cas ? Alors cet accord, il vient surtout officialiser une relation qui était sinon secrète, discrète. Ça fait longtemps que les Émirats arabes unis et Israël se parlent. Pareil avec Bahreïn. Il y a par exemple des businessmen israéliens qui voyagent, qui font du commerce avec notamment les Émirats arabes unis depuis longtemps, depuis plus d'une décennie. Par exemple, les Émirats arabes unis achètent depuis longtemps des drones israéliens, des logiciels espions, des logiciels de cyberdéfense. Ça fait longtemps, c'est juste qu'avant, tout ça se faisait sous un autre nom. Donc aujourd'hui, ça va être plus facile de commercer entre les deux pays. Il va être également possible de faire du tourisme. Les Israéliens peuvent y aller maintenant avec leur passeport. Ça, ce n'était pas possible avant, mais c'est surtout un accord qui vient officialiser une relation qui existait déjà avant la signature de l'accord. Verre à moitié plein ou moitié vide, Vincent Hugeux. Affichage politique ou vraie rupture dans la configuration au Proche-Orient ? Non, je pense qu'on a là une vision simpliste, très trumpienne des réalités géopolitiques. Alors d'abord, moi j'ai une interrogation sur le nom qui a été donné à ces accords d'Abraham, soit. Alors est-ce une référence psychanalytique à Abraham Lincoln, un vieux complexe retour du refoulé ? Plus sérieusement, Abraham, évidemment, religion abrahamique, mais alors à ce propos, il y a un endroit que Gwendoline doit bien connaître, qui est Hébron. Et vous savez, il y a à Hébron un sanctuaire, qui est un sanctuaire sacré pour les trois grandes religions monothéistes, mais singulièrement pour les juifs et les musulmans, avec d'un côté le caveau des patriarches, dont Abraham, et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle la mosquée d'Ibrahim, puisque Ibrahim, figure prophétique du Coran, surnommé Khalil Allah, l'ami intime d'Allah. Donc, je veux dire, il y a quelque chose d'assez singulier déjà dans le choix de ces mots. Alors au-delà de ça, n'oublions pas une chose très simple, c'est que officiellement, cette normalisation qui effectivement était dans les tuyaux depuis un certain temps, Yossi Cohen, le patron du Mossad, passe presque autant de temps dans le Golfe que sur les territoires israéliens, officiellement c'est en contrepartie d'un engagement ferme, formel d'Israël à cesser l'annexion des territoires palestiniens, de ce qui en reste. Or, Benjamin Netanyahou, fidèle à sa légende, a très vite précisé que l'annexion en question n'était que suspendue. Et d'ailleurs, les colons les plus radicaux étaient furieux de cet accord. Pour eux, c'était une très mauvaise nouvelle, puisque leur obsession, c'est l'extension de la souveraineté absolue d'Israël sur toute la Cisjordanie, et encore une fois, ou ce qui en reste, après le tronçonnage que l'on sait par le réseau routier. Donc non, très clairement, accord en trompe-l'œil, mais surtout, et je termine là-dessus, au fond, c'est le dernier épisode en date d'une très longue saga qu'on pourrait appeler le grand lâchage des Palestiniens. Eux dénoncent un coup de poignard dans le dos, mais ils en ont pris tellement que il y a peut-être des kafirs, des infidèles d'un côté, mais il y a des fakirs d'un autre côté, et ils pourraient d'ailleurs prétendre à cette dignité tellement ils ont pris de coups de poignard dans le dos dans les années écoulées. Ziad Limam, un accord qui isole à ce point Palestiniens et Iraniens, en quoi contribue-t-il à la paix et la stabilité régionale ?
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je ne vois pas en quoi ça contribue à la paix et à la stabilité régionale. D'abord, les pays qui ont signé cet accord n'étaient pas en guerre avec Israël. Donc, on appelle ça un accord de paix, mais bon, il n'y avait pas de guerre. C'est quelque chose de stratégique. Par contre, ça va avoir des impacts. C'est-à-dire, on a créé une alliance de facto entre les monarchies, enfin certaines monarchies du Golfe, avec Israël, contre l'Iran, contre probablement la Turquie, contre cet arc-là qui est assez actif aussi. Et donc, on joue aux échecs en passant par perte et profit le problème palestinien. Donc, je pense que ça, je pense que chacun dans cette histoire avait un intérêt. Je pense que les gens du Golfe ont besoin d'une couverture face à l'Iran, et en particulier les Émirats arabes unis, qui sont très fragiles. Quand vous connaissez la région, il y a 90 km entre les côtes iraniennes ou 100 km entre les côtes iraniennes et les grandes villes des Émirats, Abu Dhabi, Dubaï, etc. Ils sont fragiles, on l'a vu, avec des armements iraniens qui sont capables de taper dans une raffinerie en Arabie Saoudite il y a quelques mois. Donc, ils sont parfaitement capables de taper sur un aéroport aux Émirats. Et donc, on sent qu'il y a une couverture de ce côté-là en se disant, au cas où on a cette double alliance américaine et israélienne. Est-ce que les Israéliens iraient au combat contre l'Iran dans le cas d'une attaque? Ça se discute. Je pense qu'il y a une deuxième garantie, c'est quand vous êtes un pays arabe allié à Israël ou en paix avec Israël ou signé un accord avec Israël, vous êtes relativement protégé à Washington. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous chercher des histoires. Il y a des élections aux États-Unis. Il y a peut-être un changement de régime, parce que là, franchement, on serait dans le changement de régime, avec une administration démocrate qui serait peut-être un peu regardante sur tout ce qui s'est passé sur les 4-5 dernières années concernant Donald Trump, financement, affaires, etc. Et je me dis aussi que peut-être ces pays se disent, en étant officiellement amis et alliés avec Israël, on est un peu protégés parce qu'on ne va pas nous chercher des noises. Donc tout ça, des calculs à 15 bandes. Ça fait du bien aussi à Benyamin Netanyahou, qui peut se sortir d'une promesse ingérable d'annexion et qui peut dire maintenant, bah oui, je suspends. Mais J'ai une raison de ne pas la faire, oui. Et puis tout ça a été un peu pathétique. Regardez ces images, ils ne sont pas masqués. Washington est pratiquement sous lockdown. Lui, il prend un jet privé pour ne pas être dans l'avion de la délégation. Les pays du Golfe envoient des ministres quand même. On va y aller mollo. Oui. Des ministres des Affaires étrangères, on va les envoyer au pain. Je trouve que tout ça est quand même très trumpien. C'est de la tambouille avec quand même, je dis, des impacts stratégiques maintenant qui vont être assez clairs. Un accord qui en annonce d'autres, Gwendoline de Bono. Alors peut-être que d'autres pays arabes vont suivre, c'est ce qu'on entend beaucoup ici, c'est ce que Yossi Cohen, le directeur du Mossad, a dit, ce que Trump a dit, ce que Netanyahou répète assez régulièrement. Il peut y avoir Oman comme candidat assez sérieux pour rejoindre ce mouvement, mais ce que Benyamin Netanyahou, lui, rêverait d'achever, c'est une normalisation évidemment avec l'Arabie Saoudite. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. L'Arabie Saoudite dit... alors évidemment, les Saoudiens ont donné évidemment leur bénédiction à ces accords de normalisation, ont donné leur bénédiction aux Émirats et à Bahreïn, mais l'Arabie Saoudite est très claire. Il n'y a pas de problème dans l'absolu pour les Saoudiens à reconnaître l'État d'Israël, mais il faut des concessions pour les Palestiniens. L'Arabie Saoudite dit, nous, on est le gardien des lieux saints de l'islam, on ne va pas rejoindre Bahreïn, les Émirats comme ça dans la foulée, il faut des vraies concessions à faire. Donc c'est ça en fait aujourd'hui qu'il faut observer. C'est s'il y a quelque chose qui peut se débloquer avec l'Arabie Saoudite. Et là, il va falloir des vraies négociations et ça va prendre du temps. Vincent Hugeux, c'est ça qu'on va guetter. Oui, dans l'esprit de Trump, pour peu qu'il en ait un, les étapes suivantes, c'est effectivement Oman, mais c'est aussi le Maroc, la Mauritanie et sans doute le Soudan, avec lequel il y a déjà des contacts formels et informels côté israélien. Maintenant, le morceau saoudien est un peu plus complexe, ne serait-ce que parce que le roi Salman a précisé une fois de plus qu'il ne pourrait suivre ce cours de la normalisation qu'à condition qu'il y ait une paix en quelque sorte validée par la communauté internationale. C'est un peu le discours de Moscou aussi, c'est-à-dire pas de paix sans solution à deux États. Le problème, c'est que solution à deux États, enterré sans fleurs ni couronne, puisque aujourd'hui, s'il y avait une paix hypothétique entre Israël et l'autorité palestinienne ou ce qui en tient lieu, ce serait une paix entre un État fort et soutenu et un non-État. Bon. Autre problème pour les Saoudiens, c'est qu'ils ont eux-mêmes quelques soucis internes. N'oublions pas qu'ils sont toujours empêtrés dans la guerre du Yémen. Mais ce qui est clair aussi, c'est que effectivement, c'est, comme Ziad le soulignait, l'obsession iranienne qui est le ciment de cette coalition qui, par ailleurs, est contre nature. Et aussi, ne l'oublions pas, effectivement, il y a l'obsession iranienne
Et n'oublions pas non plus qu'il y a une minorité chiite assez turbulente à Bahreïn. On va voir si elle frémit ou pas. Et puis l'obsession turque, de plus en plus patente, mais qui est grosso modo une obsession anti-frères musulmans, plus qu'une obsession contre le sultan Erdogan lui-même. Donc il y a là une série de calculs qui sont, à mon avis, très aléatoires. Et puis il y a surtout, encore une fois, des grands perdants. Songez que Benjamin Netanyahou, dans les jardins de la Maison-Blanche, ne fait pas une seule fois allusion, il ne cite même pas le mot de palestinien. C'est-à-dire que l'enjeu pour lui, il n'est absolument pas celui-là. Il est de nature géopolitique. Il faut encore affaiblir l'Iran, qui a déjà quand même été anémié par des considérations externes et internes. Et il faut l'amener à récipicence. Il faut neutraliser cet ennemi potentiel. Mais c'est... Comme toujours dans cette région, le billard à 3 bandes devient à 12 bandes et à 25 bandes. Les Émiratis maintiennent des contacts avec l'Iran. Parce qu'encore une fois, il y a la proximité qui fait que c'est dangereux de couper tous les contacts. Donc il y a la possibilité aussi que certaines choses se passent et certaines discussions se passent. Sur la possibilité d'autres États arabes à basculer, moi, j'y crois pas beaucoup, à part le cas d'Oman, parce que ça ne peut s'appliquer que dans des pays qui sont avec des petites populations et des pays extrêmement contrôlés, et où l'opinion publique est, inexistante. Majorité chiite à Bahreïn, quand même. Oui, mais les Bahreïnis ont prouvé leur capacité à taper sur leur majorité chiite avec l'appui de l'Arabie saoudite. Mais ce que je veux dire, c'est que le Soudan, ça a fait sauter un type du ministère des Affaires étrangères direct quand la proposition a été ouverte. Au Maroc, on ne voit pas du tout le roi du Maroc aujourd'hui, avec une situation sanitaire extrêmement difficile, ouvrir un dossier palestinien-israélien. Amir al-Mouminin, quand même. Oui, le gardien des lieux saints, etc. Donc ça me semble totalement... C'est-à-dire tous les pays où il y a une opinion publique dans lequel la question palestinienne, malgré tout, reste un marqueur, c'est absolument impossible. Et il ne faut pas oublier aussi l'Arabie saoudite, où c'est un marqueur, puisque c'est même les Saoudiens qui avaient proposé le dernier plan, le fameux plan Abdallah. Et donc 2002. On ne les voit pas aujourd'hui dire, ce plan qui était quand même signé par la main d'un monarque, on le fout à la poubelle. Donc je pense que là, on va atteindre le maximum de cette manœuvre, et je pense que de toute façon, tout ça doit se lire, encore une fois, dans la perspective des élections présidentielles américaines, parce que le 4 novembre, peut-être que ça va changer. Et une dernière chose... Biden ne reviendra pas sur cet accord. Non, il ne reviendra pas, au contraire, mais on n'aura peut-être pas la même politique, en particulier vis-à-vis d'un gouvernement très conservateur israélien, qui est fragile par ailleurs lui aussi, puisque on n'en parle pas beaucoup, mais les manifestations permanentes contre la corruption, contre le régime, contre Benjamin Netanyahu, ça. Et puis la grande faiblesse des Arabes, c'est quand même incroyable. On parlait des Palestiniens, mais aujourd'hui, la région est soumise entre l'Iran, la Turquie, Israël, les États-Unis, les autres... La Ligue arabe ne condamne même pas formellement. C'est absolument sidérant. Mais c'est au fond, encore une fois, c'est l'achèvement d'une très grande duplicité. Moi, j'ai toujours été frappé en sillonnant cette région depuis une trentaine d'années par un double discours. La cause palestinienne, qui est la cause indépassable, qui est l'horizon de tout combat, et en réalité une sorte de posture assez trouble vis-à-vis des Palestiniens, qui sont à la fois jalousés, qui sont à la fois, parce que ce sont aussi des gens qui peuvent être porteurs parfois d'idéaux démocratiques pour avoir fait des études ici ou là, en fait, etc. J'ai toujours été vraiment très profondément frappé par cette duplicité. Nicolas Vado nous a rejoint, dessinateur pour Le Vif, L'Express et L'Écho, et membre de Cartooning for Peace. Nicolas, les dessinateurs de presse se sont évidemment penchés sur cet accord. Oui, alors je suis allé évidemment demander aux dessinateurs qui habitent sur place quel était leur avis sur la situation. On commence par un dessin de Michel Kishka, qui est un dessinateur israélien qui vit à Jérusalem. On voit ici Netanyahou avec une auréole qui ressemble au kéfier des Émirats et de Bahreïn, et dans ses mains, on a un portrait de Donald Trump avec une auréole. Et important, j'ai échangé avec Michel Kishka aujourd'hui depuis Jérusalem, qui m'a dit que pour lui, d'abord, ce ne sont pas des accords de paix parce qu'on n'était pas en guerre avec les Émirats et Bahreïn. Ce sont surtout des intérêts économiques. Il dit que l'annexion des territoires occupés est au congélateur, ce qui est une bonne chose, que la droite nationaliste ne va pas tarder à se faire entendre. Le problème, c'est qu'il n'a aucune confiance ni en Benjamin Netanyahou ni en Trump, que les accords d'Abraham les servent très bien tous les deux. Et il ajoute aussi, je vois pas les Israéliens danser de joie dans les rues. Et il ajoute ironiquement, c'est peut-être ça la normalisation. Et donc, les Israéliens manifestent dans les rues, ce qui est une très bonne chose, mais ils manifestent contre l'échec de la gestion du corona, contre la crise économique interne et contre la perte de confiance en tous les pouvoirs. Et donc, j'ai demandé aussi pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas la tête des gens des Émirats ou de Bahreïn. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont envoyé que leur ministre des Affaires étrangères. Et donc,
ce dessin illustre ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est surtout un accord qui sert les intérêts à la fois de Netanyahou et de Donald Trump. Et il y a 2 autres dessins après de Emad Hajjaj, qui est un dessinateur jordanien. On va voir que dans le premier dessin, il n'est pas du tout content et optimiste envers l'avenir. On voit un Trump façon Twitter et la colombe de la paix qui est écrasée dessous. C'est la vision de Emad Hajjaj qui est en Jordanie. On voit qu'il n'est pas du tout optimiste. Et puis il y a le deuxième dessin qui se lit à plusieurs niveaux aussi, de Emad Hajjaj toujours. On voit Netanyahou en sorte de colombe de la paix, sauf que ses ailes sont 2 émirs, un de Bahreïn et un des Émirats arabes unis, avec Donald Trump qui lance ça très fièrement derrière. Donc pour lui, ce n'est pas un peace deal, ce n'est pas un accord de paix. Donc on peut voir que les dessinateurs qui sont sur place là-bas ne sont pas dupes, eux non plus. Merci Nicolas. On va retourner en Israël dans un instant, revoir Gwendoline de Bonon. On s'intéressera cette fois au confinement, puisqu'Israël est le premier pays de la planète à reconfiner. On va marquer d'abord une courte pause et on se retrouve dans 3 minutes. Restez avec nous. On poursuit donc le déroulé de l'actualité de la semaine, ces 7 derniers jours, avec toujours à mes côtés Vincent Hugeux, avec également Ziad Limam, avec Gwendoline de Bono pour nous en direct de Jérusalem, et puis pour Cartooning for Peace, Nicolas Vado qui est également de la partie cette semaine. Israël, on en parlait dans la première partie d'une semaine dans le monde pour évoquer ces accords d'Abraham signés sous l'égide des États-Unis avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. Israël, doublement dans l'actualité cette semaine, puisqu'il devient également le premier pays au monde à reconfiner sa population pour une durée de 3 semaines et qui prévient le reste du monde va suivre. Écoutez Benjamin Netanyahou. En Australie, par exemple, ils ont imposé un confinement dans l'État de Victoria. Victoria compte 6,6 millions d'habitants. Sa superficie est nettement plus grande que celle de l'État d'Israël. C'est ce que font les États et j'estime qu'ils finiront tous par prendre la décision difficile à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire imposer un confinement général, et je pense que la plupart n'auront pas d'autre choix que de le faire. Gwendoline de Bonon, on vit ça comment à Jérusalem où vous vous trouvez ? Écoutez, ce soir, les Israéliens sont un peu démoralisés. Alors d'autant que ce soir, vous savez, c'est Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année juive. Et cette année 5781, elle commence avec un constat d'échec. La stratégie qui avait été mise en place par le gouvernement n'a pas marché. Et puis il faut rappeler que le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est un gouvernement d'union, il a été mis en place dans la douleur. Ça a pris beaucoup de temps. Il a été mis en place pour ça, pour gérer la pandémie d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue économique, pour gérer les conséquences économiques. Et ça n'a pas marché. Il faut se rendre compte qu'en mai, on était à peu près à 10 nouveaux cas de Covid-19 en Israël par jour. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 5000. Donc c'est vous dire à quel point ça n'a pas marché. Et les Israéliens sont très amers à l'égard du gouvernement. Et ça, on le retrouve toutes tendances politiques confondues. C'est assez intéressant. Il y a une colère, les restrictions, les recommandations ont été souvent contradictoires, très mal comprises. Et puis, Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir fait du calcul politique dans sa gestion de la crise, en fait, parce qu'il a refusé de reconfiner plutôt les quartiers ultra-orthodoxes. Alors, c'est la communauté où les taux de contamination sont les plus hauts. Il ne l'a pas fait. Il a cédé à la pression des ultra-orthodoxes là-dessus, parce que les ultra-orthodoxes, c'est la clé de voûte de la coalition qui tient Benjamin Netanyahou au pouvoir. Alors, il faut quand même dire que cette communauté, elle respecte aujourd'hui quand même beaucoup plus les mesures qu'avant. Avant, elle s'en remettait essentiellement à la Torah pour se prémunir du Covid-19. Aujourd'hui, on voit les ultra-orthodoxes dans les rues de Jérusalem, ils portent tous des masques. Mais il n'empêche, dans les décisions, quand on prend la chronologie du gouvernement, il y a eu cette décision qui a été de ne pas confiner, de ne pas imposer de restrictions aux ultra-orthodoxes. Et ça, pour les Israéliens, c'est assez difficile à entendre. Donc on voit cette opposition très marquée aujourd'hui entre Israéliens ultra-orthodoxes et séculaires. On le voit beaucoup, et puis aussi parce que, il y a des dommages économiques importants. Les restaurateurs, par exemple, les commerçants, ils comptaient sur cette période de fête. Là, je parlais de Rosh Hashanah, c'est ce soir, mais dans 10 jours, c'est Yom Kippour, et dans 10 jours, ce sera pareil. Les Israéliens ne vont pas faire de grands dîners de famille, ils ne vont pas aller voir leurs amis. Ensuite, il y aura Sukkot, et pour Sukkot, ce sera pareil. Donc, il y a cet agacement, et d'un point de vue économique, on parlait des restaurateurs, des commerçants, ils comptaient sur cette période de fête pour se remettre du premier confinement.
Eh bien, ce qui les attend aujourd'hui, c'est probablement la faillite. Et on entend déjà des appels à désobéir, c'est-à-dire des restaurateurs qui disent « moi, je vais rester ouvert », des commerçants qui disent « moi, je vais rester ouvert ». Et selon des sources au gouvernement, il y a quand même cette question, à cause de tous ces éléments, qui est de savoir est-ce que la population israélienne va respecter ce second confinement tant ils sont exaspérés. Merci Gwendoline de Bono avec nous en direct de Jérusalem. Il n'y a pas qu'en Israël qu'on s'inquiète de l'évolution du coronavirus. L'OMS a tiré le signal d'alarme cette semaine. Écoutez le directeur de la branche de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Europe. Les chiffres de septembre devraient servir d'alarme pour nous tous. Bien que ces chiffres reflètent des tests plus complets, ils montrent également des taux de transmission alarmants dans toute la région. Ziad Limam, on s'interrogeait tout au long de l'été sur une hypothétique deuxième vague. Là, il semble bien cette fois-ci qu'on y soit. En tout cas, les mots sont clairement employés désormais par Boris Johnson et pas seulement par un certain nombre de dirigeants. Franchement, j'en ai aucune idée. Deuxième vague, fin de première vague, vague 1 bis, vague 2 mois. Enfin, je trouve que tout ça est très complexe. Parce le reconfinement, on en reparle. Moi, je crois que si on essaye de clarifier un peu cette histoire, visiblement, ce virus ne s'en va pas, parce que ça aurait pu être une option. Certains virus font 5, 6, 7 mois, ils s'en vont. Donc celui-là, il ne s'en va pas. Donc il a probablement une durée de vie qui est une durée de vie un peu longue de 2-3 ans. Donc notre horizon mental, j'allais dire, de gestion, c'est 2-3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 2-3 ans ? Alors, il y a la méthode asiatique, suppression du virus. Est-ce que nous, société euro-occidentale, on est prêt à payer le prix de la suppression du virus, c'est-à-dire de la suppression des libertés publiques, le traçage, les téléphones qui bipent quand on va quelque part, etc. Il y a la méthode suédoise qui est l'immunité collective. Est-ce que nous, société euro-américaine, euro-occidentale, mais je pense aussi à l'Amérique latine et à l'Afrique, est-ce qu'on est capable d'accepter un taux de décès suffisamment important pour arriver à l'immunité collective, et en particulier chez les personnes fragiles ? Non. Troisième solution, ce qu'on fait en France en ce moment, c'est le contrôle de l'épidémie sans casser la machine. Et je pense que c'est la seule solution qu'on a devant nous qui permet de tenir, parce que si on reconfine, ça va vraiment être un désastre social. Et le désastre social, on ne sait pas où ça nous mène sur le plan de la rue, de l'économie, des élections qui sont lieu dans 2 ans, qui peut être élu. Enfin, on ouvre toute une série de choses. Le seul moyen qu'on a, c'est de passer ces 2-3 ans jusqu'à ce qu'on ait soit un vaccin, soit un médicament, soit que le virus mute et s'épuise, dans le contrôle de l'épidémie, en laissant le plus possible l'économie et la vie fonctionner, parce que sinon on va devenir tous dingues ou on va tous faire faillite. Et là, moi je pense que les choses sont assez claires. Les Français ne le disent pas, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On met la pression. Par exemple, le cas de Madrid, on ferme 3 quartiers, on laisse le reste de la capitale. On aurait pu confiner tout Madrid. Ils ont fermé 3 quartiers, ils laissent le reste de la capitale. Et il y a plein d'exemples comme ça. Les grandes villes françaises sont soumises à une pression qui est plus forte que les campagnes, parce que dans les campagnes, il y a moins de cas. On a laissé faire l'été, et je pense franchement qu'on a laissé faire l'été. On va pas me faire croire, moi j'étais dans 3 régions de France cet été, on a laissé faire l'été. Donc on ne peut pas dire après... Pourquoi pour pas désespérer Biancourt, comme on dit. Parce qu'on a regardé les chiffres du tourisme français au mois d'août, on a fait 80% du chiffre de l'année dernière. Et on a probablement, dans le processus, sauvé des milliers de commerçants ou de restaurateurs ou de petits hôtels, etc. Donc, je pense qu'il faut dire la vérité. On est dans un processus de contrôle et il vaut mieux que ça marche, parce que si ça ne marche pas, ça va être chaud. On est dans un processus de contrôle vaste jeu, mais est-ce si clair que le dit Ziad Limam lorsqu'on voit effectivement ces décisions à géométrie variable qui évoluent localement? Sciences Po, par exemple, qui décide là de fermer ses portes pendant 14 jours, alors qu'on pensait que c'était 7 jours pour les... Alors bon, là on est chez des majeurs, donc c'est vrai que c'est pas la même règle que celle qui s'applique aux enfants ou aux jeunes, mais enfin, toujours est-il que ça semble être très imprévisible, l'évolution de cette épidémie et de ses conséquences. À minima, un rebond très vigoureux. Moi aussi, je m'abstiendrai de le qualifier de seconde vague. Seconde voudrait dire qu'il n'y en ait pas de troisième. J'espère que c'est le cas. Mais à l'évidence aussi, on touche quand même un peu aux limites splendeur et misère du en même temps. C'est-à-dire que moi, je crois quand même que depuis le début, il y a eu un déficit dans la communication. C'est des messages qui n'étaient pas assez clairs. Alors, Ziad a raison d'expliquer que nous n'avons pas une culture de la coercition. En tout cas, pas de la coercition consentie. C'est vrai. Il y aurait de la rébellion et tout. Mais quand même, il y a eu, me semble-t-il, beaucoup de flottement sur port du masque, pour reprendre cet exemple très symptomatique. Et aussi, ne l'oublions pas,
il y a eu des comportements irresponsables. Alors j'entends des politiques partout louer l'esprit, la conscience citoyenne des Français. Mais quand vous avez dans une faculté de médecine, plusieurs dizaines d'étudiants infectés à la faveur ou à la défaveur de faits d'intégration que l'on a conduits apparemment comme si de rien n'était, là je trouve qu'il y a un raccourci qui est quand même très saisissant. C'est-à-dire que bien sûr qu'on ne peut pas étrangler l'économie française, qui mettra des années à s'en remettre. Donc, bien sûr, j'adhère à l'idée qu'il faut apprendre à vivre avec un virus qui peut-être mutera d'ailleurs, ou peut-être cédera la place à un autre qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais donc, il faut continuer de fonctionner, il faut sauver le maximum d'emplois, etc. Mais ça suppose aussi, corollaire immédiat, que les comportements soient exemplaires de vigilance. Nicolas Vado, l'évolution du coronavirus, évidemment, il continue à y avoir chaque semaine des dessins de presse à ce sujet. Vous en avez sélectionné pour nous quelques-uns. Oui, j'en ai sélectionné quelques-uns, mais d'abord, je voudrais dire que c'est pareil partout. Nous, ici à Bruxelles, le masque est obligatoire partout et c'est déjà une catastrophe parce que, par exemple, les fonctionnaires européens doivent tous travailler chez eux. Angela Merkel refuse de mettre les pieds à Bruxelles, qui est une zone rouge. Tout le quartier européen, les restaurants, c'est la catastrophe puisqu'il n'y a plus aucun client. Donc, la deuxième vague économique, elle est déjà là. Et donc, il y a plusieurs dessins. Il y a ce dessin de la SERP que j'adore. L'État distribue des masques gratuits pour les plus précaires. Et voilà, avec ça, vous allez pouvoir aller au restaurant, faire les magasins, prendre l'avion et partir en vacances. Mine de rien, c'est un dessin qui dit beaucoup de choses parce qu'il montre que le Covid-19 a des effets collatéraux sur plein de choses. Et puis alors, je pense qu'on voit Emmanuel Macron, vous savez, c'est un challenge pour les dessinateurs parce que depuis quelques mois, on doit dessiner des politiciens avec des masques, mais les gens doivent quand même les reconnaître. Donc, c'est quand même pas facile. Et donc, ce dessin-là, je trouve, est très intéressant parce que de manière innocente, il dit énormément de choses sur la réalité économique de ce virus. Il y a ensuite ce dessin de Dario, qui est un peu plus solennel, où là, le monde entier prie pour un vaccin, parce qu'on sent vraiment dans les dessins, il n'y a plus vraiment envie de rire par rapport à ce coronavirus et par rapport au désastre qu'il y a autour, désastre économique. Et on voit un dessin qui est quasiment religieux pour nous montrer qu'on ne peut plus que prier, se remettre quasiment à la pensée magique pour avoir un vaccin. Et puis, ce qui fait un lien avec notre premier thème de débat, c'est un dessin de Chapat paru dans le Canard enchaîné. On voit Israël reconfine et on a les Palestiniens derrière leur mur qui disent ça va les gars, pas trop dur pour le moral, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Covid-19, il y a d'autres choses. Donc c'est un dessin qui mêle deux actualités qui n'ont a priori rien à voir et qui fonctionne très bien. C'est un des procédés habituels du dessin de presse, mais Chapat le fait à merveille. Et je termine par un dessin de Delambre avec l'épidémie qui repart un peu partout, avec le cri de Munch et mon masque. Bon, alors le cri de Munch, c'est un tableau qu'on utilise très souvent en dessin de presse, mais qui dit aussi beaucoup de choses, qui parle de la panique sous-jacente qui est en train d'arriver. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ziad tout à l'heure, c'est-à-dire que si on reconfine, on va vers une catastrophe économique, sociale et quasiment psychologique. Merci Nicolas. L'actualité aussi, c'est en octobre, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, un scrutin à haut risque dont on connaît désormais depuis cette semaine tous les protagonistes. Si l'opposition sera bel et bien représentée avec 3 candidats face au sortant Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel a rejeté en revanche les candidatures de l'ancien président Laurent Gbagbo et celle de l'ex-premier ministre Guillaume Soro qui appellent à faire bloc contre cette élection. Écoutez. Aller à l'élection avec M. Ouattara, c'est cautionner la forfaiture, c'est valider le coup d'État. Vous voyez? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aucun candidat, même retenu, ne doit accompagner Ouattara. Ouattara, son mandat est terminé. Le combat que nous engageons, ce n'est pas un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique. Ce scrutin, Vincent Hugeux, dans sa configuration définitive, semble-t-il, garde-t-il tout son sens ? Il garde son sens si, comme moi, vous redoutez que les acteurs politiques ivoiriens, ou en tout cas une partie significative d'entre eux, ont la mémoire courte. Moi, je suis quand même très frappé. On en a été d'ailleurs le témoin tous les deux il y a quelques semaines sur ce plateau, oui. Mais d'autres rencontres entre-temps, des échanges téléphoniques, Skype, tout ce que vous voudrez, ont plutôt, hélas, conforté cette hypothèse de travail. Je trouve qu'on joue quand même pas mal avec le feu. Je trouve qu'il y a un registre dans le discours politique
qui va chercher aussi dans les obsessions identitaires et communautaires récurrentes. Et j'observe quand même que le Conseil constitutionnel a donc invalidé 40 des 44 candidatures. Alors, je veux bien que certaines étaient fantaisistes, d'autres étaient des candidatures de témoignage, comme on dit en sciences politiques. Mais enfin, quand on regarde le quatuor qui demeure, vous avez quand même effectivement un Pascal Afine-Guessant qui a l'immense mérite de représenter une faction du FPI, donc d'être aussi l'incarnation d'un courant politique divisé, puisque le courant Gbagbo n'adhère pas totalement à ce personnage. Et puis, vous avez de l'autre côté le seul candidat qui a été validé, le fameux KKB, Kouadio Konan-Bertin, c'est au fond un dissident du PDCI de Conan Bédier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le sortant Ouattara. Alors, la question a été réglée, à mon avis, assez hâtivement par le Conseil constitutionnel sur le thème remise des compteurs à zéro, c'est la nouvelle martingale. Ça, à partir du moment où on considère que c'était une nouvelle république, car la réforme de 2016, en fait, ouvre le champ à une nouvelle loi fondamentale. Oui, ok, d'accord. Mais en face de lui, dont il faut aussi quand même rappeler qu'il a dit à quel point il était impérieusement nécessaire pour la Côte d'Ivoire de passer le témoin à la génération suivante, eh bien, vous avez des candidats qui sont des incarnations de mouvances politiques qui elles-mêmes sont divisées. Donc, de toute façon, moi, ce que je crois, c'est que le pouvoir en place, et je termine là-dessus, ne renoncera absolument pas à cette élection. Il n'y aura pas de report et il n'y aura évidemment pas de remise en question des fondamentaux de ce rendez-vous électoral. Pluralisme, Ziad Limam, c'est la garantie d'une élection qui ne sera pas contestée dans son résultat ? Bon, elle sera forcément contestée, puisque les opposants disent... Enfin, il y a une approche Soro qui dit il n'y a pas d'élection. Elle sera quand même politiquement extrêmement importante, parce qu'il y a quand même aussi un candidat qui représente le PDCI originel, Henri Conan Bédier, et donc... Les appels à s'unir autour d'Henri Conan Bédier, d'une certaine manière, on va voir ce que ça donne. Moi, je crois que la situation, le débat sur le troisième mandat, je trouve que c'est fort clos. C'est-à-dire qu'il faut prendre la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut comprendre aussi... Né du décès d'Amadou Coulibaly, donc c'est ce que vous dites. Parce que je fais partie des gens qui pensent que ce projet-là avait du sens et qu'il y avait une véritable volonté de passation, et que c'était une volonté de passation qui était jouable parce que le candidat qui devait prendre la main avait la confiance et l'appui du candidat sortant, ce qui aurait permis de faire quelque chose de stable. Parce que pour moi, le mot le plus important derrière tout ça, et Vincent l'a un petit peu dit, c'est la stabilité de ce pays. Et je pense que dans la décision d'Alassane Ouattara, il y a une part de l'homme politique qu'il est, c'est-à-dire il a pris une décision, il est obligé de la contourner, ce qui ne doit pas être facile pour lui. Il a perdu malgré tout son héritier, ce qui ne doit pas être facile pour lui. Et je pense qu'au-delà de toute considération politique, et en particulier les inimités profondes qu'il y a maintenant entre les différents acteurs, je pense qu'il a en tête la nécessité de protéger la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je pense aussi que, y compris dans son clan, ça aurait été extrêmement difficile, dans son parti et dans la mouvance qu'il soutient, d'arbitrer pour un candidat aussi vite, sans créer des véritables remous à l'intérieur même de la grande sphère RHDP, RDR+, etc. La deuxième chose, c'est que la deuxième question d'ordre de la stabilité, c'est le rajeunissement. Et là, on est parfaitement d'accord. Et il faut que les partis donnent l'exemple, il faut que le PDCI donne l'exemple lorsque leur candidat a quand même un âge vénérable. Alors je veux bien les théories sur la sagesse africaine, mais voilà, bon, après, il se trouve que du côté d'Alassane Ouattara, il y a Ahmed Bakayoko qui est la cinquantaine, il y a un certain nombre de ministres plus jeunes. Et donc, ces gens-là apportent quelque chose au débat. Et donc, voilà, moi, je sais que je ne suis pas forcément... tout le monde n'est pas vraiment d'accord avec mon approche, mais je pense que la clé, c'est stabilité et rajeunissement. Et je pense qu'Alassane Ouattara, quelque part, se dit comment opérer ce rajeunissement dans une étape ultérieure. Nicolas Wadeau, les dessins de presse concernant cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et puis on terminera avec peut-être dans la foulée une actualité un peu plus riante, ce Tour de France qu'on n'attendait pas forcément et qui finalement va se terminer. On croise les doigts. Oui, on aura davantage parlé en tout cas de tests PCR que de tests anti-EPO. C'est une première. Absolument. Alors, je suis allé voir des dessinateurs ivoiriens, évidemment, parce que c'est ça que j'adore dans le dessin de presse. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que je ne connais pas très bien. Je suis allé qu'une fois. Et donc, pour comprendre, je vais voir ce que disent les dessinateurs de presse. Et je commence par ce dessin de Carlos Guédégou, qui est ivoirien. Et on voit
Alassane Ouattara, premier mandat, je veux un mandat. Ensuite, merci, je veux un deuxième et dernier mandat. Et on voit à la fin, gare à celui qui va s'opposer à mon troisième mandat, sauf que là, il a des militaires qui ont plein de fric qui dépassent un peu partout, donc il y a de la corruption avec. Et ce qui m'a frappé dans ce dessin, c'est que je trouve qu'il y a une analogie quasiment avec Poutine et peut-être avec Donald Trump dans quelques mois. Donc il y a cette espèce d'usure du pouvoir, le gars qui est au pouvoir, qui veut absolument y rester. Donc je trouve que le dessin est très malin et très bien réalisé. Il y a un deuxième dessin de Hatsin où il dit, donc on a l'éléphant qui symbolise la Côte d'Ivoire qui est au lit et qui est malade, et le docteur qui dit mais tu vas bien, tes examens n'ont rien révélé, ce sont tes enfants, les hommes politiques, qui te donnent des migraines, des diarrhées, des maux de tête. Donc on voit la dichotomie qu'il y a entre le peuple en général et qui ne croit plus en sa classe politique. Ça a un côté un peu populiste et innocent, mais je trouve ça intéressant de voir cet œil des dessinateurs de presse sur place. Et puis je termine par un dessin toujours de Carlos Guédégou, qui dit « Gbagbo, Soro, Mabry, Mamadou Koulibaly, candidature rejetée, papa j'ai peur ». On a peur, mon fils, parce que ce dessin fait évidemment penser aux 3000 morts qu'il y a eu en 2011. Et le détail qui est intéressant dans ce dessin, c'est que derrière le fauteuil de ces gens qui ont peur, vous voyez qu'il y a des valises. Donc ils sont prêts à faire leurs valises parce qu'ils ont peur que ça dégénère très très rapidement. Donc ça, ce sont les dessins que j'ai pour la Côte d'Ivoire. Alors sur le Tour de France, vous voulez que j'enchaîne sur le Tour de France ? Allez, on va enchaîner sur le Tour de France. On n'a pas le temps malheureusement d'en débattre. Et puis est-ce qu'il y a vraiment débat ? Mais en tout cas, on est content que la grande boucle arrive à son terme. Sans alors voilà, il y a ce dessin de Au Secours, dessinateur belge. Voilà. Au début, je n'avais pas compris, mais il faut regarder de près, c'est le maillot à pois, mais vous voyez que les pois ressemblent étrangement au Covid-19, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, donc le dessin est très fin, parce qu'on ne voit pas au début, et ensuite on voit. Ensuite, un dessin très drôle de Pierre Kroll, qui est un grand cycliste au demeurant par ailleurs. Il a fait au tout début du Tour, attention, si un coureur veut tenter une échappée, prévenir le directeur de course, parce que c'est vrai que c'était un Tour de France qui était quand même tout à fait bizarroïde par rapport à l'épidémie autour. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, on a un cycliste qui fait un test Covid. Je vous jure, c'est juste mes produits dopants de Patrick Chapat, donc il mélange les deux actualités et ça fait quelque chose de très drôle. Merci. Tour de Slovénie. Moi, je pense que la Slovénie devrait changer sa devise nationale et devenir Slovénie Vidi Vici. Mais c'est bien dit. Moi, j'aime bien que ce Tour de France arrive au bout, parce qu'au début, on disait qu'ils ne passeront pas 4 étapes, toutes les équipes vont se faire jeter, etc. Et puis, ça fait du bien. On a découvert que les audiences avaient changé. Que les gens regardaient ça sur leur téléphone l'après-midi, etc. Et puis, on a Roland Garros. Qui commence. Ça, rien n'est perdu. Ou je sais plus, dans pas très longtemps. Encore un triomphe français qui se profile. Exactement. Merci à vous, Vincent Hugeux. Merci à Ziad Limam, à Nicolas Vado, qui était avec nous aujourd'hui pour Cartooning for Peace, et Gwendoline Debono, qui nous a accompagnés également tout au long d'une semaine dans le monde depuis Jérusalem. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24.